Même la loi 96 sur la protection de la langue française au Québec est dans la mire de Donald Trump. This is obviously a very big day. He is with his trade and tariff team right now, perfecting it to make sure this is a perfect deal for the American people and the American worker. And you will all find out in about 24 hours from now. Parce qu'effectivement, 24 heures avant de rendre public l'ensemble des tarifs qu'il veut imposer à la planète entière, Trump publie un rapport sur ce qu'il considérait être des entraves au commerce américain. Tout y passe, la loi 96, la gestion de l'offre qui protège nos agriculteurs, même la loi qui bannit les plastiques à usage unique. En un mot, c'est un peu n'importe quoi pour tenter de justifier l'injustifiable. Quel ajout de commande? Mesdames, Messieurs, bonjour avec nous pour cette édition de La Joute. Vous reconnaissez Tom, Yasmine et Mathieu. Bonjour à vous trois. Salut, Paul. Donc, comment vous sentez-vous à moins de 20... Enfin, à exactement 24 heures, Mathieu, le jour de la libération, demain, s'il n'en tient qu'à Donald Trump, là, tu sais, ça ne te rappelle pas Paris meurtri, Paris blessé, mais Paris libéré, là? C'est la mise en scène de Trump, là. J'ai une autre définition du jour de la libération dans mon esprit. Vas-y Oui, donc. c'est la libération de Paris. Non, mais c'est la libération de Paris, comme tu le dis. Ça sera dans 3 ou 4 ans, 4-5 ans, l'indépendance du Québec, mais c'est certainement pas la politique tarifaire de Donald Trump, soyons sérieux. Parce qu'effectivement, donc, à 24 heures de ce qu'il va rendre public, parce que là, je le disais, c'est, rappelons-nous, là, parce qu'un tarif en cache un autre avec Donald Trump, donc c'est contre-tarif et réciprocité, là. Donc, c'est toute la planète qui va écouter demain. Voyons quelques exemples contenus dans le rapport du département américain du commerce sur les entraves au commerce, selon les Américains. Donc, c'est les arguments de fond pour éventuellement justifier des tarifs. Yasmine, bon, la gestion de l'offre qui protège les agriculteurs du Canada, surtout ceux du Québec, la loi 96, les lois sur l'alcool, les services en ligne, Netflix et autres, même le plastique à usage unique, Yasmine. Bien, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment forcés à trouver des choses, là, tellement qu'ils se sont forcés que, tu sais, aller sur la réglementation sur le plastique ou même sur la loi 96, ça démontre une certaine mauvaise foi. Puis Mario Dumont disait ce matin un exemple qui était très parlant. Tu sais, les États-Unis, l'accès à l'alcool, l'acheter de l'alcool, tu dois avoir 21 ans. On devrait-on dire que c'est une barrière tarifaire parce que nos vignerons du Québec ne peuvent pas vendre de l'alcool aux États-Unis entre 18 et 21 ans. Tu sais, ça commence à devenir un peu du gros n'importe quoi, mais toujours est-il qu'ils ont le gros bout du bâton. Alors, je pense pas qu'il faille ici courber les chines ou tendre l'autre joue. Là. La protection de la langue française, ce n'est pas aux États-Unis, c'est pas les États-Unis qui vont le faire, ce n'est pas au Canada anglais qui vont le faire, c'est au Québec. Et au Québec, bien ça, c'est important et c'est même vital pour la nation québécoise. Tom, là, voir les Américains poser leur regard impérial sur des lois comme la loi 96. On ne vient pas sur le fond, on vient sur le fait que des étrangers décident que c'est une décision démocratique du Québec, en l'occurrence, qui est une entrave au commerce. Comment tu accueilles ça? La partie qui est visée est particulièrement la partie qui concerne ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, donc par exemple, les marques de commerce, des choses comme ça. Et ça, c'est ciblé, c'est discuté publiquement. J'ai eu une rencontre moi-même avec des gens, des diplomates américains. Ils en parlent depuis que ça a été adopté parce qu'ils voient ça comme une entrave à la propriété de leurs entreprises. Et je tiens juste à rassurer les gens, s'ils pensent que le Québec est visé par ça, cette conversation a lieu dans tous les pays qui ont des ententes de commerce. Il n'y a rien d'inusité là-dedans. C'est une conversation qui revient régulièrement. Dans notre cas, ça nous surprend d'être dans l'œil de l'aigle et que les États-Unis soient en train de discuter de ça. Pourquoi? Parce que ça parle de nous, de nos lois, mais ce n'est pas un truc inhabituel. Et personnellement, je ne pense pas qu'on a raison de paniquer avec ça. Le Canada va pousser très fort, par exemple, sur la gestion de l'offre pour le maintenir. On l'a fait la dernière fois qu'on a renégocié avec Trump et on a réussi à maintenir la quasi-totalité de la gestion de l'offre, qui, rappelons-le, est notre manière de gérer quelques secteurs comme les produits laitiers et ainsi de suite pour que les fermes, les productions demeurent entre les mains des familles et ne deviennent pas la propriété de grandes
grands commerces internationaux, comme c'est le cas aux États-Unis. N'empêche, ce rapport-là du département du commerce américain vient poser une question toute simple. De quoi tu te mêles? Et ça a alimenté, bien sûr, la discussion. Évidemment, il ne faut pas s'en surprendre, de la campagne électorale. Allons retrouver Raymond Filion du côté d'Ottawa, parce que, bon, effectivement, c'est un peu comme l'empereur américain qui nous dit quoi faire ou ne pas faire. Et qu'est-ce qui est une entrave qui pourrait étoffer l'argumentaire de Trump demain, Raymond? Ça fait réagir beaucoup en ce moment. Oui, absolument. D'abord, sur la question des tarifs, est-ce qu'il y aura des tarifs contre le Canada ou pas demain? M. Carney s'est fait poser la question aujourd'hui. Lui qui a parlé pas plus tard que vendredi dernier à Donald Trump, il n'a pas donné de réponse. Il ne semblait pas savoir ce qui s'en vient demain, M. Carney, mais il a dit qu'il va surveiller ça de près et que le Canada va riposter si jamais des tarifs contre le Canada s'avèrent. M. Carney, au sujet de la loi 96 aujourd'hui, s'est engagé à la protéger. Ça paraît bizarre en surface, mais ce qu'il a expliqué, M. Carney, c'est que, oui, il veut s'impliquer avec les contestataires advenant que la loi 96, la contestation, aboutisse en Cour suprême ici à Ottawa dans quelques années. Mais par contre, il a réitéré ce qu'il a dit hier, à savoir qu'il n'en a pas contre l'esprit de la loi, mais bien contre le recours préventif à la clause non-obstant par le gouvernement du Québec. Mais pour le reste, vous allez l'entendre, il s'engage à protéger la langue française, la culture française, la gestion de l'offre et, oui, la loi 96 du Québec. Nous ne serons jamais des négociations avec les États-Unis au sujet ou les sujets qui impactent la langue française, la culture et la gestion de l'offre. Alors, c'est jamais sur la table. Juste pour clarifier, vous la protégez coûte que coûte, la loi 96. Vous la protégez. Je vais protéger, oui. Alors, ça fait réagir tout le monde aujourd'hui, tous les autres chefs de parti qui sont unanimes à dire que M. Carney, Paul, n'est pas crédible lorsqu'il dit qu'il va protéger la loi 96. M. Carney va contester la loi dans les cours, donc il va aller dans le même sens que Donald Trump. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais défendre le droit du gouvernement du Québec d'établir ses propres lois en termes de langage. Ça va être spectaculaire, qui donne la garantie de protéger une loi qu'il veut lui-même contester jusqu'en Cour suprême. Même s'il la donnait, c'est comme la gestion de l'offre. Il dit « Ouais, mais on ne le croit pas personne. » Mais là, c'est pareil. Mark Carney, protéger la langue française, c'est comme si moi, je protégeais le pétrole. On a aussi des inquiétudes avec Mark Carney qui dit qu'il veut contester la loi 96. Et moi, j'ai dit que je pense que c'est une bonne chose. Je suis pour la loi 96 pour défendre la langue française. Tiens. Raymond, évidemment, ça survient au jour 10 de la campagne électorale. Un tout nouveau sondage, tout chaud de Léger pour le Journal de Montréal. On vous parle d'un premier volet, Raymond, les intentions de vote au Québec. Il y a quand même eu des soubresauts pendant la campagne. Et là, on regarde les chiffres. Ça ne semble pas du tout, mais pas du tout affecter les libéraux de Mark Carney jusqu'à maintenant. Non, exact, parce que depuis le début de la campagne, durant la première semaine, en tout cas, on a beaucoup parlé de l'erreur de M. Carney au sujet de Polytechnique, sa maîtrise du français, son refus de participer au face-à-face sur les ondes de TVA et LCN. Mais regardez ce que ça donne, là, les intentions de vote au Québec. 20 points d'avance pour le Parti libéral de M. Carney sur ses plus proches rivaux du Bloc et les conservateurs. Ça, c'est le Québec en général. Maintenant, regardez, dans la région de Québec spécifiquement, c'est le PLC qui est en avance dans ce bastion du Parti conservateur au Québec, là. Une avance de 3 points sur les conservateurs. Les bloquistes sont donnés à 19 %. Maintenant, à l'extérieur de Montréal et de Québec, là aussi, c'est le Parti libéral qui mène. 34 % pour le parti de M. Carney contre 27 % pour le Parti conservateur et le Bloc québécois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Léger a posé la question aux francophones, à savoir... est-ce que c'est une bonne chose que M. Carney ait refusé de participer au face-à-face de TVA, oui ou non? 26 % des répondants se disent d'accord, des répondants francophones, je le rappelle, au Québec. 57 % se disent en désaccord avec la décision de M. Carney. Et pour ce qui est de la fameuse question de la maîtrise de la langue de Molière par le chef libéral, voyez ce que ça donne. 36 % estiment qu'elle est bonne, Paul. 49 % trouvent qu'elle est mauvaise.
Voilà tous les détails dans le Journal de Montréal. Également, demain, intention de vote au niveau national. Ne manquez pas ça. Raymond Fillon suit ça pour nous à Ottawa. Merci, Raymond. Ouf, avouez, il y a de quoi jaser dans ce sondage-là. Yasmine, première réaction? Première réaction de ce qu'on vient de voir? C'est des mauvaises nouvelles pour le Bloc. C'est principalement des mauvaises nouvelles pour le Bloc québécois. D'être à 20 points au Québec derrière de Mark Carney, alors que visiblement les francophones trouvent qu'il a un mauvais français et qu'il n'a pas eu raison de ne pas assister au face-à-face. Malgré ça, ils sont capables, ils veulent quand même avoir de lui comme chef. C'est de très mauvaises nouvelles pour le Bloc qui, visiblement, n'arrive pas à reprendre ses doutes envers les libéraux et de capitaliser l'attraction. Mathieu, tu en penses quoi? Là? Parce que le Bloc à Québec, c'est une chose, mais dans le reste du Québec, là, donc à l'extérieur de Québec même et de Montréal, le Bloc est en difficulté aussi. C'est pourtant son terreau naturel, là. Oui, on est dans une forme d'éclipse canadienne en ce moment au Québec, c'est-à-dire le Canada et l'élection canadienne éclipse les enjeux québécois, ce qui est un peu inévitable avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, dès lors, le Bloc se maintient, il ne s'effondre pas, mais le moins qu'on peut dire, c'est que c'est difficile dans les sondages pour l'instant. Ensuite, j'attendrai la campagne, il reste quand même quelques semaines, donc j'éviterai les prophéties trop rapides. C'est pas un effondrement comme le NPD, par exemple, au Canada ou ailleurs. Donc, le Bloc conserve des bases. La question qui va se poser chez beaucoup d'électeurs bleus, j'entends parler des indépendantistes ou des nationalistes plus autonomistes conservateurs qui votent conservateurs. Dans mes circonscriptions, c'est qui peut battre le libéral? Qui peut battre le candidat libéral? Parce que là, ce qu'on voit, c'est une division des Bleus en ce moment, une division des nationalistes qui sont divisés en deux partis sur ces questions-là. Donc, est-ce que certains vont se dire, pour empêcher les libéraux de tout rafler à 34 %, est-ce qu'on se tourne finalement sur un parti dans la région de Québec, je devine c'est les conservateurs, ailleurs au Québec, c'est plus le Bloc québécois, pour éviter que les libéraux profitent d'une division des Bleus, des francophones plus largement, pour être capable de tout rafler au Québec. Tom, en ce moment, en tout cas, chose certaine, les libéraux, on le vend dans les voiles au Québec, ça se fait au détriment du Bloc. Le Bloc est en train de subir la même chose que les Verts et surtout le NPD dans le reste du Canada et même au Québec. On voit le NPD là, à 5 c'est le parti qui, en 2011, a gagné 59 sièges au Québec avec Jack Layton. Puis même en 2015, contre Trudeau, on a gardé une douzaine de sièges. Donc, c'est une situation où les tiers partis, c'est-à-dire le 3e, 4e et 5e, c'est-à-dire le Bloc, les NPD et les Verts sont en train de complètement se faire écraser. C'est une course à deux qui se dessine. Et l'efficacité du vote libéral est un facteur qui s'ajoute ici parce que c'est très concentré Alberta et Saskatchewan pour les conservateurs. Donc, les chiffres nationaux qu'on va regarder demain vont nous dire où c'en est au total. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a autant de sièges dans la Greater Toronto Area, une cinquantaine de sièges, qu'il y a en Alberta et Saskatchewan réunis. Et là, les libéraux, même s'ils gagnent par 2 ou 3... Si tu gagnes un comté par 2 000 votes à Toronto ou 20 000 votes en Saskatchewan, c'est juste un siège. Et cette efficacité est à la faveur des libéraux. Et ce qu'on appelle le bassin de voteurs possibles est en train de jouer en faveur des libéraux. Il y a beaucoup de Verts, beaucoup de NPD qui disent « il faut bloquer Poilievre, je m'en vais avec les libéraux de Carney, même si ce n'était pas leur premier choix. Il y a très peu de Verts, très peu de NPD qui vont aller vers Poilievre. Donc, cet univers de vote possible est beaucoup plus large pour les libéraux. C'est en train de les avantager. Et je vous signale un truc, vous verrez tous les détails, vote national, demain dans le Journal de Montréal, mais je ne veux pas divulguer de secrets d'État, mais je vous dirais simplement que c'est au Québec où les intentions de vote sont les moins fermes en ce moment. Donc, Mathieu, tu disais, il reste du temps et vous allez le voir demain. Donc, il y a une possibilité de changement éventuellement qui est supérieur ici au Québec qu'ailleurs au Canada. Mais je veux revenir sur la question du français. La dernière semaine de Mark Carney a été très, très difficile. Je ferme la parenthèse d'histoire des tarifs, mais sur le Québec et autres choses qui sont passées dans sa campagne. On est allé dans la rue, là, au hasard, rencontrer des électeurs et des électrices, voir français de Carney, est-ce que c'est un problème pour vous? Voyez. Comment vous le décrirez, son français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce qu'il dit? Ben oui. Tout? Presque. Mais c'est un anglophone qui parle français. Pourquoi je me plaindrais? Donc, il y a un effort, donc ça vous l'appréciez? Un effort, je l'apprécie, oui. Mais c'est pas sa langue maternelle. C'est compréhensible, non?
Bien, si on est capable de le comprendre et puis qu'il y a de toute façon, il y a une équipe derrière lui. Il y a du travail à faire, manifestement. C'est pas juste de le parler, hein, c'est de connaître la culture aussi, la culture québécoise, franco-ontarienne, franco-manitobaine, le Nouveau-Brunswick. On est au Québec ici. La langue française, c'est la langue première. Fait que moi, c'est ma langue maternelle. Je suis haïtienne d'origine, mais je parle français. Je parle anglais aussi, mais le français, c'est primordial. Est-ce que vous le trouvez fluide dans son français? Est-ce que c'est nécessaire pour parler avec M. Trump? Bonne question. Donc, poser la question, c'est y répondre. J'ai pas l'impression que la dernière réponse explique cela, là. Ceci, Mathieu, n'explique-t-il pas cela? Ouais, mais ça, encore une fois, je le dis, objectivement, ce qu'on voit, c'est que la question de l'annexion, entre guillemets, qui a été tellement instrumentalisée par les libéraux, amène beaucoup d'électeurs québécois en ce moment à balayer complètement, en fait, à oublier qu'ils sont québécois dans leur vote. Donc, le français devient optionnel, c'est pas grave si on le comprend pas, il fait un effort, c'est déjà ça de prix. Donc, moi, je vois là-dedans, je considère d'un point de vue nationaliste, indépendantiste, je pense que cette élection-là est une élection qui appelons ça, qui est un peu hors norme, en quelque sorte, une élection d'exception où il y a une forme d'écrasement par l'enjeu canadien. Par ailleurs, je me permets un petit désaccord avec ce que Tom a dit tantôt. Au Québec, c'est pas une course à 2. Au Québec, c'est une course à 3. Au Québec, on chasse toujours le bloc, on fait comme s'il comptait pas dans le jeu, mais au Québec, là, c'est une course à 3. Donc, si dans nos analyses, on fait semblant qu'il y a juste Carney puis Poilievre, puis on oublie Blanchette, on fait une erreur. Il y a quand même plus de 25 autour de 25 des Québécois qui sont prêts à voter pour lui. C'est pas un détail. Mais pour le reste, il serait bien que les Québécois, une fois qu'on aura traversé cette élection fédérale un peu étrange, je suis persuadé que les Québécois vont reprendre leur base et leurs assises. D'autant que, si je peux me permettre, M. Carney, on en parlait tantôt, il veut empêcher Donald Trump de déconstruire la loi 96, mais pour la déconstruire par lui-même. Non, merci. Mais bon, il y a deux aspects à ce que tu viens de dire, Mathieu. Tom, je vais à toi parce que je te lisais tout à l'heure. Tu as écrit, on se rapproche des fêtes de Pâques, donc l'épître de saint Thomas au Canada anglais par rapport... tu as servi une explication et au fond, une mise en garde au Canada anglais par rapport à l'attitude de Carney et de ses proches à l'égard du Québec. C'est quoi ton point de vue? Ça fait une couple de fois que j'ai écrit ça, une fois pour CTV où je travaille et une fois dans la Gazette où j'ai une chronique. Parce que je veux que les Canadiens anglais comprennent que la culture et la langue sont des questions primordiales, existentielles. Et je leur dis, il n'y a pas juste les menaces de Trump qui sont des questions existentielles au Québec. Il y a aussi la culture, la survie, la langue. Alors, je donne des exemples et j'explique à quel point c'était une erreur de l'équipe de M. Carney de lui suggérer d'abandonner, même si lui, il avait dit qu'il était ouvert à ça. Pourquoi pas, il nous avait dit, il a abandonné le débat qui était le plus regardé par les francophones. J'ai expliqué que lors du lancement de la campagne de Carney devant Rideau Hall à Ottawa, toute la conférence de presse a eu lieu en anglais. Il y avait une seule question à la toute fin en français. Donc, je veux que les gens comprennent que ce n'est pas un luxe d'avoir un deuxième débat en français. C'est essentiel parce que 85-90 de la campagne a lieu en anglais. Et on a vu un exemple retentissant hier où ce fameux programme Bâtir Maison Canada, c'était du charabia. Et confondre Polytechnique et Concordia, c'était pas n'importe quoi non plus. Donc, il faut que les gens au Canada anglais comprennent que c'est une question existentielle ici. En ce moment, un constat, parce que Mathieu, je rigole encore de ta blague, là, E.T., bon, etc., etc. Mais Yasmine, question toute simple. C'est qu'en ce moment, je pense que le sondage encore aujourd'hui le confirme, c'est que les électeurs au Québec sont prêts à pardonner les carences de M. Carney à l'égard de la langue française et de la culture québécoise. C'est une chose. Mais nous sommes très, très tôt dans cette campagne électorale. Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin si rien ne change chez M. Carney et chez les libéraux? Moi, je ne ferai pas de pari là-dessus. Moi, à un certain moment, il va falloir... Puis on n'a pas vu beaucoup M. Carney au Québec encore. Là. Il a fait un grand rassemblement à Montréal. Bon, c'est vrai qu'il a été là plus que les autres candidats pendant la course au leadership. La course au leadership, c'est déjà oublié dans la tête de l'électeur, puis personne ne l'a suivi, à part nous qui suivons la politique au quotidien. Ceci étant dit, il va falloir qu'il vienne au Québec. Et qu'il vienne au Québec, là, puis pas juste venir parler aux Québécois, lancer 2-3 mots en français. Il va falloir qu'il vienne comprendre le Code Québec, comme dirait Jean-Marc Léger. Le Code Québec, là, il est différent du Code du reste du Canada. Il n'est pas québécois, il ne va pas devenir québécois du jour au lendemain et personne ne s'attend à ce qu'il devienne québécois. Mais qu'il comprenne qu'il y a une société distincte, qui a des préoccupations particulières, des enjeux qui sont particuliers au Québec. Et on a évidemment une anxiété par rapport à la culture, par rapport à la langue, par rapport à d'autres enjeux qui nous touchent ici au Québec.
plus que se le faire briefer à Toronto, il faut qu'ils le voient et qu'ils le vivent au Québec. Et c'est ça qui manque encore dans la campagne de M. Carney. La campagne est encore jeune. 10 jours maintenant qu'on est en campagne, mais plus tôt que tard, M. Carney va devoir se montrer le bout du nez au Québec, pas juste à Montréal, dans les régions du Québec, puis aller à la rencontre des électeurs québécois. Ils sont prêts à lui donner leur confiance. Encore faut-il qu'ils sentent que c'est quelqu'un qui veut avoir leur confiance. C'est comme l'amour, hein? Faut que ça comme l'amour, ça vient à deux. Il faut que ça soit partagé. C'est plate quand c'est seul. Ah oui, hein? Oui, mais on appelle ça, oui, c'est le phénomène de l'érotomane, c'est-à-dire qu'il aime tellement qu'il est persuadé qu'on l'aime de l'autre côté. Mais c'est un peu le cas des Québécois avec le Canada. Hein? On pense qu'ils nous aiment, mais ils nous aiment pas tant que ça. Ou peut-être qu'ils aiment juste le Canada comme ils l'ont exprimé 2 fois, mais ça, tu sais, des fois, les Canadiens... Canadiens... non, pas du tout. On leur a fait peur, on leur a fait peur, c'est ça. Es-tu en train de dire qu'ils sont pas assez intelligents, les Québécois, Mathieu? Moi, je pense que la machine à faire peur fonctionne pour un peuple colonisé. Puis en ce moment, avec Carney, moi, ce que je vois là-dedans, c'est la machine à faire peur qui est utilisée avec un nouvel argument, mais c'est la machine à faire peur aux Québécois qu'on utilise encore une fois. Moi, je pense que c'est du monde intelligent qui sont capables de prendre... Ils sont très intelligents, mais ils portent leur histoire, puis par ailleurs, on peut leur faire peur. Puis tous les peuples ont peur dans l'histoire un jour, ça nous frappe en ce moment. Bon, au début, je me disais, tiens, on sent de l'amour entre vous deux, mais bon, je n'irai pas jusque-là. Revenons à la loi 96. Évidemment, réaction du côté de Québec. Écoutons le ministre responsable. Il pointe la loi 96, des mesures qui concernent particulièrement l'étiquetage comme étant peut-être une contrainte au commerce. Moi, je vous dirais que c'est tout à fait normal, responsable, raisonnable que le seul État francophone d'Amérique du Nord défende et fasse la promotion de sa langue française. Je signale que les États-Unis ont signé un décret il n'y a pas très longtemps pour dire que l'anglais était la langue officielle et commune aux États-Unis. Alors, ils devraient reconnaître qu'un État un peu plus au nord fait la même chose. Vous faites confiance à M. Carney qui dit que, pour lui, il va défendre la loi 96, même malgré ce qu'il a dit hier là, relativement à la clause dérogatoire. Est-ce que vous lui faites confiance? Le Parti libéral du Canada, je pense, doit s'assurer de défendre le bilinguisme, mais surtout la langue française. Au Québec, toute personne voulant exercer le rôle de premier ministre devrait s'engager à laisser le Québec faire son aménagement linguistique. C'est une condition importante et non négociable. Mais il n'a pas répondu. Fait-il confiance, Tom, à M. Carney? C'est la politique, hein? Je suis tellement étonné. J'ai jamais vu ça. Un politicien qui répond pas. Faire confiance au Parti libéral pour défendre le français, je serais étonné aussi. Oui, mais le Parti libéral a utilisé quand même en 2023 la loi 96. Il a fait référence dans la réforme de la loi sur les langues officielles à Ottawa, faisant référence directement à la loi 96. Rappelons-le, c'est le même Parti libéral qui fait ça. Bâtir Canada Maison, une main haute, elbows up, un moment donné, on commence à comprendre le message. Non, mais ce que Yasmine vient de dire là est extrêmement important parce que, crois-le ou non, des questions comme la loi 21, la loi 96 sont des questions controversées et juridiquement complexes. Yasmine a tout à fait raison. On a incorporé par référence la loi 96, qui fait aujourd'hui partie de la loi 101, la Charte de la langue française, dans le préambule qui fait partie de la loi sur les langues officielles à Ottawa. Étonnant. Alors, justement, il y a des aspects là-dedans qui font partie de la contestation. Alors, oui, il y a des aspects constitutionnels là-dedans, notamment enlever l'égalité anglais-français devant les tribunaux au Québec, comme ça existe constitutionnellement, par exemple, au Manitoba ou au Nouveau-Brunswick. Ça va être étudié par les tribunaux. Mais ça n'empêche pas à Carney ou à quelqu'un d'autre de dire, sur le principe de soutenir et de maintenir et de vouloir protéger et promouvoir la langue française, on serait toujours là. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Bon. Oui, mais si je peux me permettre, défendre la langue française en soi, comme principe flottant dans le ciel, on est tous pour. Concrètement, reconnaître à l'Assemblée nationale le fait que c'est elle qui décide et c'est pas les tribunaux d'Ottawa qui vont nous dire comment on défend le français, ça, c'est plus concret. Et de ce point de vue, je suis pas sûr je me fierais pas au Canada anglais pour défendre le fait français au Québec. L'histoire nous invite à tout le moins à la prudence en ces matières. Tu sais, Mathieu, si je peux me permettre à mon tour, j'étais responsable de la révision de la version française et la réalisation pour le Manitoba après que la Cour suprême a statué. Je me suis prêt à te dire que n'importe quel gouvernement à Ottawa, s'il était face à un gouvernement au Manitoba qui enlèverait l'égalité
anglais-français devant les tribunaux au Manitoba, il le contesterait devant les tribunaux. C'est ce genre de choses qui va être contesté et on verra bien ce que les tribunaux en font. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Si on défend la loi, on défend la loi. Si on défend la Constitution, on défend la Constitution. En fait, il est même possible que le Parti libéral n'ait même pas à intervenir sur la question de la clause dérogatoire utilisée de manière préventive dans le cas de la loi 96, s'il y a contestation qui arrive jusqu'au Cour suprême. Pourquoi? Parce que cette question va déjà être tranchée quand la Cour va se prononcer sur la loi 21 puis l'utilisation de la même clause dérogatoire de manière préventive. Donc, il se pourrait même qu'il n'ait même pas à le faire si cette question est éclaircie. C'est une question nouvelle dont les tribunaux ne se sont pas encore prononcés et que le jugement, soit-il en faveur de Québec ou de ceux qui contestent l'utilisation de la clause dérogatoire, va avoir un effet sur les cours inférieures. Donc, à la base, le Parti libéral du Canada n'avait même pas besoin de dire qu'il contesterait Pourquoi l'a-t-il dit? C'est une erreur stratégique. Et d'ailleurs, je dois le dire une chose. Non, c'est un moment d'honnêteté. C'est un moment d'honnêteté. Je vais juste finir. Monsieur Poilievre, Monsieur Singh disent que la loi 21 est une mauvaise loi et qu'ils maintiendraient leur intervention dans la Cour suprême pour l'utilisation notamment de la clause dérogatoire de manière préventive. Ils l'ont dit, ils le soutiennent. La raison pour laquelle ils disent qu'ils ne vont pas s'impliquer dans la loi 96, c'est parce que le jugement va déjà être rendu dans le cadre de la loi 21. Ils n'auront pas besoin de le faire. Donc, sauvé par la cloche. Sauvé par la cloche. Et c'est là où l'erreur est stratégique de la part des libéraux. Elle ne porte pas sur le fond de 96, elle porte sur l'utilisation de la clause dérogatoire. Elle porte sur le fond dans la mesure où la clause de non-obstant, c'est assumer le primat de l'Assemblée nationale sur les tribunaux fédéraux notamment, c'est assurer le primat de la démocratie québécoise sur l'ordre fédéral canadien sur des questions identitaires essentielles pour nous. Et par ailleurs, je pense que tu as tout à fait raison de dire que et les conservateurs et le NPD et les libéraux fédéraux, en dernière instance, contestent ces lois québécoises, et c'est encore une fois, je suis obligé de le rappeler, l'idée que quand les Québécois prennent une décision pour eux-mêmes, c'est une décision importante, après des années de débat, en dernière instance, c'est des gens de notre législation, d'un autre peuple, d'une autre nation qui va décider pour nous quelle loi on peut se donner pour nous-mêmes pour assurer la défense de notre identité. C'est le même peuple, puis c'est le même pays, puis ça, il faut toujours le rappeler, mais ça, c'est important. Non, le peuple canadien... Autre chose qui est important, c'est dans le même système du judiciaire, mais il y a un élément important. Doug Ford a essayé d'utiliser la clause dérogatoire de manière préemptive dans un conflit de travail, rien à voir avec l'identité. Donc, comme quoi la question est importante à trancher par les tribunaux, peut-on le faire ou pas? Il ne s'agit pas juste d'une question de s'attaquer à l'identité québécoise, il s'agit ici de donner aussi une feuille de route pour les autres provinces, peuvent-elles utiliser la clause dérogatoire? La table est mise à la fois pour la table est mise pour tout un débat judiciaire et tout un débat politique. C'est ce qu'on comprend à des dernières minutes. Ne bougez pas. Gardez vos arguments parce que je ne sais pas pourquoi je sens que ça va revenir dans l'actualité. Au retour, phénomène aujourd'hui, ce n'est pas un poisson d'avril. Le prix de l'essence, à peu près 40 sous le litre de moins en Ontario qu'au Québec. Yves Poirier est allé vérifier. Vous connaissez Yves? Allez vérifier sur place comment ça se passe. Puis aussi, dans un moment, on va revenir sur le projet de loi du ministre Dubé qui veut couper le pont qui permet à des médecins spécialistes d'aller au privé, de revenir au public, de retourner au privé, de revenir au public, tant que c'est le plus payant, un ou l'autre. Dans un moment, à la joute. Alors, trouvez tout de suite Yves Poirier qui aime les voyages, aime l'aventure, s'est rendu à Hawkesbury aujourd'hui. Salut Yves, je fais une blague parce qu'effectivement, ce n'est pas un poisson d'avril, on le précise, c'est important. Non. Donc, le reste du Canada, la taxe sur le carbone est éliminée aujourd'hui. Ce n'est pas le cas au Québec. Yves, ce matin, on se posait la question, est-ce vraiment le cas que l'essence se vend 20, 30, 40 sous le litre de moins en Ontario? Je te le confirme, la différence, elle est frappante. Le Québec a quand même gardé, Paul, son propre système de tarification du carbone. Puis ça paraît, là, je suis dans le nord de la ville de Montréal en ce moment, près de la rue de Salaberry. C'est affiché à 1,56 en ce moment, le litre d'essence ordinaire ici à Montréal, Paul. Mais vois bien les images tournées tantôt du côté d'Hawkesbury, petite ville ontarienne tout près de la frontière québécoise. Donc, un petit détour par l'Ontario. Je pense que ça vaut la peine, surtout si vous passez par là. C'est pas un mirage. C'est la réalité, Paul. 1,19 $ le prix du litre d'ordinaire. Tantôt, j'étais dans le stationnement de la station McEwen. Ça, c'est en bordure de la route 17 à Hawkesbury.
beaucoup d'automobilistes québécois qui étaient là cet après-midi. Il y a Emmanuel Latraverse qui me faisait remarquer, Paul, que le premier ministre ontarien, Doug Ford, il y a quelques semaines, a quand même, lui, annoncé une réduction d'à peu près 6 cents le litre de la taxe sur l'essence. Puis en plus de ça, tu as l'abolition aujourd'hui de la fameuse taxe carbone partout au Québec, partout au pays, pardon, sauf au Québec. Je vais te faire entendre quelques réactions, Paul, que j'ai obtenues à Hawkesbury tantôt. Quand vous voyez 1,19 le litre d'ordinaire, comment vous réagissez? Je me rappelle pas d'avoir vu ce prix-là. Fait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nos poches. C'est exceptionnel de voir ça, la différence. L'écart est marquable. Mais on en profite. Il faut en profiter quand on peut. Je m'en vais à Gatineau, dans le fond. En passant, j'ai dit, je vais faire le plein parce que c'est vraiment pas cher ici. Et Paul, je termine en 10 secondes. J'ai traversé le pont tantôt qui relie Hawkesbury à Grenville et La Chute. Là, il y avait 30 cents de différence, 30 sous de différence entre les deux petites municipalités. Tu as juste un pont à traverser et tu fais des économies substantielles de l'autre côté à Hawkesbury. Voilà pour cette affaire, Paul. Un jet de pierre, quand même. Il faut le faire. Merci, Yves. C'est quand même une situation qu'il y a des écarts de prix à la pompe. Ça a toujours été, depuis que le Québec est Québec, à peu de choses près. Mais Yasmine, un écart de 35, 37, 40 sous le litre. Et là, le gouvernement Legault semble ne pas pressé à changer sa taxe aussi. Est-ce que les Québécois vont tolérer ça longtemps? Bien, ça va être le gouvernement Legault qui va avoir cette chaleur-là. Il faut rappeler aussi que nous, le fait de taxer le carbone, d'avoir ces frais-là, ça s'est fait de manière, en fait, avant l'arrivée de la taxe sur le carbone fédérale amenée par le gouvernement Trudeau. Donc, on était déjà dans cette situation-là avant la taxe sur le carbone fédéral et on s'y retrouve encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, le monde a changé, l'économie va mal, tout le monde en arrache, l'inflation a fait mal au portefeuille. Donc, cette inéquité qu'on assumait autrefois, on ne veut plus l'assumer aujourd'hui. Politiquement, est-ce que ça peut faire mal au gouvernement Legault? Très certainement, d'autant plus que le gouvernement Legault, on sait, mène de manière dégressive, met fin au programme Rouler vert pour favoriser l'utilisation des voitures électriques. Qui est financé en partie par la taxe. Là. Alors, si on ne finance pas ça, est-ce que maintenant cet argent-là devrait peut-être rester dans la poche du contribuable? La question se pose aujourd'hui plus que jamais. Exact. Tom, toi et moi, on est des convertis à l'électrique, mais Mathieu, mettons-nous dans les souliers des gens qui nous écoutent. Faire le plein, là, tu te rends compte, à 40 sous le litre de différence, en ce moment, ça commence à ressembler à de l'injustice, tu trouves pas? Non seulement de l'injustice, mais moi, c'est du vol. C'est-à-dire, premièrement, moi, j'étais contre les programmes de subvention aux voitures électriques pour une raison simple. Ça voulait dire que le monde qui n'a pas beaucoup d'argent, parce que les voitures électriques, ça coûte de l'argent. Il fallait déjà avoir des moyens pour l'acheter. Donc, le commun des mortels, le petit monde, finançait les voitures de gens qui avaient les moyens de se payer de l'électrique. Moi, il me semble, le partage de la richesse du bas vers le haut, je trouve ça original déjà. Ensuite, ce qu'on voit avec ça aujourd'hui, c'est on voit en fait concrètement ce que veut dire une forme d'écologisme qui, au nom de prétendant sauver la planète, dans les faits, coûte très cher au commun des mortels. Donc, on voit concrètement, si le Québec, là, dans les faits, est la seule législation à s'imposer une telle contrainte, je rappelle que c'est pas le Québec à lui seul, en imposant de telles contraintes à ses automobilistes, qui va sauver la planète. Au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est des Québécois qui se font détrousser encore une fois par un gouvernement qui est d'une inventivité remarquable quand vient le temps de taxer le commun des mortels, d'imposer le commun des mortels. Donc ça, je pense qu'on devrait se donner le droit de critiquer ces taxes qui nous détroussent, même si ce sont des taxes qu'on décide de peindre en vert. C'est même pire que ce que Mathieu vient de dire. Parce que le gouvernement fédéral est en train de donner les chèques de retourne aux familles canadiennes. C'est drôle, ça tombe comme ça en plein milieu d'une campagne électorale. Le 25 avril, juste avant le vote. C'est ça. Les chèques en question n'étaient pas compensés, la taxe carbone. Et ça allait à environ 85 des familles canadiennes. Donc, il n'y a plus de taxe carbone, ils ne le payent plus, mais ils vont avoir une ristourne parce que, pourquoi on cancellerait un chèque de 250 pièces pour un individu ou plus par famille? C'est plus de 1 000 $ par année pour une famille moyenne. C'est extraordinaire, ça. Le système québécois, qui est un système de plafonnement des émissions avec droit d'échange, est en commun avec la Californie. Ça s'appelle le WCI, Western Climate Initiative. C'était une manière... La bourse du carbone, là, comme exact. Et Californie et Québec ensemble. C'était une bonne idée quand tout le monde avait une obligation de réduire. Je ne serais jamais d'accord avec l'analyse de Mathieu, comme quoi il ne faut pas fournir son effort. Mais je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout l'ensemble canadien. Il y a juste le Québec qui est encore pris avec ça. Je mentionne en terminant que le pot
en question au Québec a jusqu'à maintenant été de 10 milliards de dollars. Il reste 1,8 milliard de surplus là-dedans. Peut-être, justement, que le gouvernement Legault devrait regarder ça et dire peut-être on devrait penser à des chèques de ristourne pour nos familles parce que c'est leur argent. Parce que, Yasmine, la question de fond, le Québec, bon, je veux bien la Californie, mais regarde, il n'y a plus de taxe carbone au fédéral, puis on verra pour la suite au niveau canadien. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Trump, parmi les choses qu'il vire par-dessus bord, toutes les politiques environnementales, est-ce que le Québec va rester seul à avoir une... Mathieu soulève la question. Est-ce que ça vaut la peine que le Québec reste seul avec la Californie à se payer un système qui fait en sorte qu'on est doublement pénalisé? Bien, on a voulu être des précurseurs en matière de défense de l'environnement lorsqu'on est venu avec cette idée de bourse sur le carbone. La vérité, c'est que le Québec s'est donné lui-même comme mandat, pas personne qui lui a donné, comme objectif d'être un précurseur en Amérique du Nord, notamment avec la Californie, sur cette question-là. Maintenant, compte tenu de la conjoncture économique particulière et que de cette inéquité qui était assumée autrefois, mais qu'on ne veut plus assumer, nous, avec nous-mêmes, c'est important de le dire, la question se pose à plus forte raison lorsqu'on sait qu'il y a un surplus de 1,8 milliard dans ce fonds-là, qui dort là, qui n'est pas utilisé. Alors, pourquoi continuer à engraisser un fonds qui accumule des surplus plutôt que, finalement, venir faciliter la vie des Québécois qui en arrachent? Cette injustice, évidemment, fait mal à la population, fait mal aux contribuables qui en arrachent, mais au-delà de ça, lorsqu'on dit prix du litre d'essence plus cher, on dit prix de tout plus cher. Tous les produits qui sont utilisés, qui sont déplacés, qui doivent cheminer dans les chaînes d'approvisionnement, le coût des transports, ça rajoute un coût pour les Québécois également. C'est important de le noter, ça aussi. Dans un moment, on va revenir sur l'intention du ministre Christian Dubé d'installer un péage sur le pont pour les médecins entre le secteur public et le secteur privé, parce que vous savez, il y en a plusieurs qui vont d'un côté et de l'autre en fonction de leur rémunération. Dans un moment, à l'ajout. Le va-et-vient, c'est l'essentiel des amendements qu'on va déposer ce matin à mes collègues de l'opposition pour les discuter, parce que je crois que j'ai toujours dit qu'on est là pour renforcer le système public, renforcer l'accès. Ce qui est important pour les Québécois, c'est d'avoir accès à un médecin. Alors là, de mieux encadrer le va-et-vient entre le public et le privé. Je pense que c'était la deuxième étape à faire. C'est ce qu'on fait ce matin. Le va-et-vient entre le public et le privé, surtout du côté des médecins spécialistes. Petit sondage rapide comme ça, est-ce qu'un d'entre vous a tenté, ou dans votre entourage, quelqu'un a tenté d'avoir un rendez-vous, par exemple, avec un dermatologue récemment? C'est 2 ans. J'ai essayé. 2 ans. Tom? Moi, j'ai réussi en 7 mois. 7 mois, OK. Ouais, chanceux. Mathieu, bon, évidemment, tu vis à Paris, c'est pas... C'est 24 heures, Non, à Paris, oui, c'est plutôt 24 heures quand ça prend trop de temps. Mais bon, c'est un autre système, ça veut dire parce qu'il y a beaucoup plus de place pour le privé en France. C'est beaucoup plus facile d'accès, il coûte beaucoup moins cher, et par ailleurs, le public fonctionne pas trop mal. Donc, manifestement, tous les pays sont pas condamnés à avoir des systèmes de santé qui se plantent devant nous. C'est intéressant, il faudrait y revenir sur le modèle français. Mais une fois qu'on a dit ça, Yasmine, tu as raison, là, parce que je connais des gens, ça a pris... pas avant 2 ans. Pourquoi? C'est que les dermatologues sont beaucoup plus intéressés à travailler, à se désaffilier du réseau public, à travailler dans le privé, l'esthétique, le botox, des choses comme ça, si bien que, par exemple, se faire diagnostiquer pour un cancer de peau, ça devient extrêmement compliqué. Parfois, il faut que tu passes aux urgences et attendre des heures et des heures et des jours et des jours. Donc, c'est la réalité. Tomber malade. Oui, d'autres choses. Mais bon, est-ce que le ministre a raison de faire ce qu'il fait, parce que désormais, ça va être à Santé Québec, à Mme Biron, de décider cas par cas. Chaque médecin qui voudrait se désaffilier puis aller dans le privé, peut-il, oui ou non, etc. Est-ce que c'est... Yasmine? Moi, je trouve ça épouvantable pour 2 raisons. La première, c'est qu'on arrive dans des amendements une fois qu'on a passé la période de consultation dans un projet de loi avec des conséquences de ces amendements qui sont importantes. Donc, on ne donne même pas l'occasion aux différents groupes de venir se prononcer sur ces mêmes amendements-là. On les dépose pendant l'étude du projet de loi. C'est mécanique, mais à tout le moins, c'est stratégique pour le gouvernement de manière à les mettre de côté. La deuxième des choses, c'est que lorsque le gouvernement décide de ne pas mettre en travaux Maisonneuve-Rosemont,
puis continuer à maintenir des médecins dans des lieux de cette manière-là, complètement, on dirait presque de la médecine de brousse, rendu là, ça tient avec de la broche, puis qu'on essaie de les menotter autour de la broche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont plutôt que de les inciter à rester au public. Moi, j'aurais préféré voir qu'on rend plus difficile la désaffiliation et la réaffiliation, plutôt que d'avoir un pouvoir de Santé Québec de déterminer pour chaque médecin si oui, toi, tu vas pouvoir, puis toi, non. Mathieu? Moi, je suis assez sévère envers cette espèce d'hyper-contrôle. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut flexibiliser le système le plus possible et non pas multiplier les contrôles administratifs, souvent arbitraires, pour tenir à tout prix des gens dans un système qui ne tolère pas la concurrence. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut un système public fort, il faut que chacun ait accès à la médecine, mais dans les faits aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le développement du privé ne va pas nécessairement contre le public, il crée des espaces de liberté, des espaces d'initiative, il donne un recours. Et ça, je pense que, quoi qu'on en dise, le public n'est pas capable de faire le job. Donc, je suis pas malheureux qu'il y ait des recours disponibles, ce qui par ailleurs, ne devrait pas nous empêcher de remettre en question plus largement la question de la rémunération des spécialistes, qui est une question à part entière, qui confisque, qui vampirise en fait des ressources incroyables dans le système de santé. Donc ça, c'est une question à part entière. J'inviterais la ministre à être beaucoup plus courageuse sur la question du salaire des spécialistes, plutôt que de faire une forme de contrôle administratif tatillon qui complique la vie de tout le monde. Tom? Je suis entièrement d'accord avec la décision du ministre Dubé et son recours, à Santé Québec sur cette question-là, parce que ça prend justement de la flexibilité. C'est du cas par cas. Et rappelons-le, on n'est pas en train de parler des gens qui vont juste vers le privé pour y rester. Ça, c'est une question de liberté, mais c'est le va-et-vient où le bas blesse. Par pur hasard, j'ai rencontré une bonne discussion avec un neurologue qui faisait des opérations du dos très avancées, une des seules au Québec à faire cette technique-là. Il travaillait dans une région proche de Trois-Rivières et les autres médecins me disaient, tu ne peux plus faire juste tes heures ici et faire ta clinique privée. Il dit que ça enlève, je fais mes heures ici. Ce que ça permet, ce que Dubé est en train de proposer, justement, avec Mme Biron, c'est de dire, tu es dans le système, le temps nécessaire pour contribuer et faire ça. Par ailleurs, tu as un accès au privé où tu peux topper ton salaire qui ne sort pas de l'État. Pourquoi pas? Tout le monde trouve son compte. On garde les meilleurs spécialistes ici. Le système ne coûte pas plus cher. Il y a des gens qui peuvent se le permettre, garde-le. Je m'excuse, là, mais on permet ça dans le système scolaire au Québec. On subventionne, on laisse les gens dans des écoles privées, puis on argumente. Mais non, c'est parce que quand ils sont dans le privé, c'est moins cher dans le public, puis il ne reste plus d'argent. C'est ce genre d'argument-là. Ici, je suis pleinement d'accord avec l'approche de Dubé. Je pense que c'est bien informé, je pense que c'est inspiré, et c'est exactement la promesse de Santé Québec. Je suis heureux de voir cette approche-là. Voilà, on vient d'avoir les deux côtés de la médaille. Bougez pas. Dans un moment, on revient à la campagne électorale. Si je vous disais que c'est 2-1, 2 candidats conservateurs exclus par Pierre Poilievre et 1 candidat libéral exclu par Mark Carney. Dans un moment, là, Bon, revenons à la campagne. Les conservateurs là, ont confirmé qu'ils ont écarté un autre de leurs candidats. Ça se passe au Québec cette fois-ci, dans Laurier-Sainte-Marie. Le candidat s'appelle Stéphane Marquis. On ne comprend pas encore nécessairement pourquoi, là, mais Yasmine, c'est pour des choses qu'il aurait écrites sur ses plateformes. D'après ce qu'on comprend, on n'a pas encore le verbatim ou des exemples de ce qu'il aurait pu avoir comme propos, mais ce qu'on comprend, ce sont des propos dits conspirationnistes qui étaient inacceptables aux yeux de l'équipe conservatrice. Il dit, M. Marquis, qu'il a eu un appel de moins d'1 minute ce matin avec l'équipe conservatrice qui lui a dit tout simplement que la collaboration politique était terminée avec lui. On n'en a pas plus de nouvelles et les conservateurs ne veulent pas commenter sur ce geste d'avoir écarté M. Marquis. Et ça survient quelques heures après que les conservateurs, que Pierre Poilievre avait écarté aussi un autre de ses candidats qui s'appelle McKenzie, donc Mark McKenzie, qui, lui, avait eu la brillante idée de plaider pour la peine de mort, notamment qu'il faudrait, au fond, la peine de mort à Justin Trudeau. La pendaison. La pendaison, juste comme ça. Mais ça n'a pas tardé. Là. Dès que ça s'est su, Mathieu, tout de suite, Pierre Poilievre a sévi. Enfin, les conservateurs lui ont retiré la candidature. Ça a pris que quelques minutes. Ben, avec raison. Dans le cas de Mark McKenzie, pour ce qu'on en comprend, c'est absolument odieux ce qu'il a dit, puis cet appel au meurtre méritait la condamnation immédiate.
Pour l'autre, pour Marquis, j'attends juste de savoir pourquoi il est condamné avant de le condamner moi aussi. Parce que le mot conspirationniste ou complotiste, on le connaît à peu près tout le monde ces dernières années. Donc, je veux juste savoir pourquoi on le condamne avant de me joindre à la condamnation. On me pardonnera ce principe de prudence. Trop souvent ces dernières années, il suffisait de coller une étiquette à quelqu'un pour que tout le monde se mette à le lapider symboliquement. Je m'abstiens de participer à une telle lapidation. S'il a dit des choses horribles, je le condamnerai aussi, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Ça me rappelle Audi Alteram Partem. Hein? Ça vous dit quelque chose? Eh oui. Monsieur Landry. Oui, Bernard Landry, pendant le débat contre Jean Charest. Tom, dans le cas des libéraux, bon, finalement, les libéraux ont dû écarter aussi leur candidat très controversé, Chiang, que l'on voit, Paul Chiang, qui avait, au fond, il était allé d'une déclaration tout aussi inacceptable, qui avait dit livrer le candidat conservateur d'origine chinoise aussi, livrez-le au consulat, bref, qui retourne en Chine. Et aller chercher la récompense de 200 000 Oui. Alors, il y a une chose qui est très différente ici. Dans le cas des deux conservateurs, c'est la main qui arrive du ciel, puis la personne est écartée. On ne voit pas Poilievre en train de se souiller avec ces questions-là. Un chef ne touche pas à ces questions-là. Quand M. Carney a été nommé dans une circonscription près d'Ottawa, celui qui était là pour les libéraux s'appelait Araya. Ouais. Il a été disparu par un comité de lumière verte. C'était quoi? On ne sait pas. C'était des libéraux qui avaient décidé qu'ils ne seraient plus candidats. On se rappellera, là, c'est lui qui voulait se lancer au leadership et qui avait dit que parler français, c'est pas important. M. Carney n'avait absolument pas d'affaire à être devant un micro à parler de lui, point. Il y a une controverse, laisse ça à ton comité, je ne sais pas quoi, là. À la place, M. Carney est allé devant les micros et il a dit oui, il s'est excusé, c'est correct, je le maintiens, je le défends. 4 heures plus tard, le gars a été... Il a annoncé qu'il ne voulait pas être controversé. Il a annoncé qu'il partait. Soyons clairs. Ils ont vu le controverse. Écoute, Paul, je fais beaucoup de campagne électorale, je fais beaucoup de travail dans les médias à travers le Canada. Que je sois à Toronto ou à Windsor ou peu importe où j'étais au cours des dernières 36 heures, c'est quoi qui est passé par la tête des libéraux? De même parler de ça avec Carney, que Carney se ramasse devant un micro pour défendre ce gars-là, ça n'avait aucun bon sens. Et ça, on peut dire que Carney, c'est un novice en politique, et c'est peut-être tout à son honneur parce qu'il n'a pas les réflexes politiciens. Par contre, les gens autour de lui sont supposés d'être ferrés et expérimentés. Il y a quelque chose qui tourne pas rond par moment dans cette campagne, c'est inexcusable et inexplicable. C'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Imaginons si Pierre Poilievre avait défendu pendant 4-5 heures Mackenzie en question, celui qui voulait la pendaison de Trudeau, en disant « il s'est excusé, puis c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. » Puis là, 4-5 heures plus tard, le type aurait été dégommé. Est-ce qu'on aurait dit c'est pas grave, c'est un Poilievre, il l'a échappé, celle-là. Moi, j'ai l'impression qu'on ferait encore le procès de Poilievre pour les 6 prochains mois autour de ça. Donc, je pense que Carney, dans les circonstances, il était au courant des propos de son candidat. Il a accepté de le défendre néanmoins. Et on lui pardonne assez facilement, je trouve. L'argument du novice en politique n'est pas éternel, me semble-t-il. Non, il continue de se faire tabasser là-dessus. Juste pour dire, là, Carney continue de recevoir des monifs là-dessus au Canada anglais. Ah ouais, mais on en parle 24 heures après la journée de la libération de Trump. Alors, ça va tout effacer. Ouais. Yasmine, tu allais ajouter Il y a un élément important là, dans le cas de Mackenzie. Ils étaient au courant, c'est confirmé par CTV. Le Parti conservateur était au courant depuis plusieurs semaines de ses propos qu'il a tenus dans son podcast. Bon. Ce n'est que hier qu'ils ont décidé de le relever. Bon. Et heureusement, ils l'ont liquidé. Hier. Qui a été fait. Yasmine, Mathieu, Tom, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve à 19h pour le bilan.